Et si tout ce qu'on croyait savoir sur le leadership était, en fait, à côté de la plaque? Aujourd'hui, on va explorer une vision complètement à contre-courant, inspirée par les travaux de Stephen B. Sample, pour essayer de comprendre ce que diriger veut vraiment dire. Quand on pense à un leader, on a souvent cette image en tête, non? Quelqu'un qui est toujours devant, qui mène la charge, qui prend des décisions fermes sans jamais hésiter. C'est un peu l'image d'Épinal du commandement. Mais est-ce que c'est vraiment ça, un grand leader? Eh bien, selon Stephen B. Sample et son guide du leadership à contre-courant, cette vision est non seulement incomplète, mais elle peut même être dangereuse. Alors accrochez-vous bien, on va bousculer quelques certitudes. Pour ça, on va s'attaquer à 3 grands mythes. L'idée qu'un leader doit juger vite, parler plus fort que les autres et faire une confiance aveugle aux experts. Et au bout du chemin, on verra pourquoi le leadership, c'est avant tout un art. Alors, premier mythe sur le grill. Un bon chef devrait avoir un avis sur tout et tout de suite. Comme si le monde était simple, en noir et blanc, et que décider instantanément était une preuve de force. C'est vrai que c'est une idée plutôt séduisante, ça rassure. Un leader qui sait, qui tranche, qui ne doute de rien. Sauf que c'est justement là que se cache le piège. À l'inverse de ça, Sample, lui, propose ce qu'il appelle la pensée nuancée. Attention, il ne s'agit pas du tout d'être indécis. C'est une vraie discipline intellectuelle, celle de refuser de se forger une opinion tant qu'on n'a pas toutes les cartes en main. C'est l'art de rester ouvert, tout simplement. F. Scott Fitzgerald l'avait magnifiquement formulé. Un esprit de premier ordre ne craint pas la contradiction. Bien au contraire, il peut jongler avec des idées opposées, les laisser coexister. Parce qu'il sait que c'est souvent de cette tension que naissent les solutions les plus intelligentes. Mais au fond, pourquoi c'est si dangereux de juger trop vite? Eh bien parce que ça nous enferme. Une fois qu'on a une opinion, on a tendance à ne plus chercher les informations qui la contredisent. On devient alors instable, on change d'avis à chaque nouvelle info, et pire encore, on devient une proie hyper facile pour la pensée de groupe, le fameux groupthink. Passons au deuxième mythe, un autre qui a la vie dure. Le leader, c'est un grand orateur, c'est celui qui a toujours le dernier mot. Mais et si son vrai super-pouvoir, ce n'était pas sa bouche, mais plutôt ses oreilles? Le réflexe naturel, c'est souvent de parler pour imposer sa vision, pour convaincre. Mais le leader à contre-courant, lui, il renverse complètement la dynamique. C'est simple, parler, c'est comme abattre ses cartes. Écouter, c'est voir le jeu de tous les autres joueurs à la table. C'est un avantage stratégique juste immense. La clé, d'après Sample, elle est dans ce paradoxe. D'un côté, il faut encourager tout le monde à parler librement, à débattre, à se contredire. Et de l'autre, une fois que la discussion est terminée, la décision, elle, doit suivre la voie hiérarchique. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. La créativité qui vient du dialogue et la clarté qui vient de la structure. Allez, troisième et dernier mythe. Et celui-là, c'est peut-être le plus difficile à casser. La sacro-sainte parole de l'expert. On nous répète qu'il faut toujours écouter les experts. Mais la question c'est, faut-il vraiment leur obéir les yeux fermés? C'est une phrase un peu choc de Georges Bernard Shaw, hein? Une inconspiration. Bon, l'idée ici, c'est pas que les experts sont malhonnêtes. C'est plutôt que chaque profession a son propre langage, ses propres intérêts, ses propres œillères, et qu'elle protège son territoire. D'ailleurs, Sample raconte cette anecdote. Son père, en voyant un immeuble mal fichu, couvert de traces de rouille, lui a dit un jour « Fiston, ne fais jamais confiance à un architecte ». Le message est assez clair. L'expert voit le problème à travers son petit prisme à lui, mais le leader, lui, doit voir la situation dans son ensemble. En fait, le rôle du leader, ce n'est pas d'être le plus grand expert de la pièce, c'est d'être le chef d'orchestre. Il ne sait peut-être pas jouer du violon mieux que le premier violon, mais c'est lui qui s'assure que tous les instruments jouent la même partition et de manière harmonieuse. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, si un leader n'est ni un juge pressé, ni un grand parleur, ni un simple exécutant des ordres des experts, qu'est-ce qu'il est au fond? La réponse, elle est là. Le leadership n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique, pas de recette miracle. C'est un art. Un art qui demande de la créativité, de l'intuition et une vraie capacité à composer avec les nuances, un peu comme un peintre le ferait avec sa palette de couleurs. Quand Orson Welles a dit au président Roosevelt « Vous êtes un artiste », il ne parlait évidemment pas de peinture ou de sculpture. Il parlait de cette capacité à façonner la réalité, à inspirer toute une nation, à créer une vision cohérente à partir du chaos. C'est exactement ça, l'art du leadership. Et voilà, le portrait du leader à contre-courant se dessine. Il ne s'impose pas par le volume ou la force, mais par la subtilité. Sa véritable force, elle réside dans son indépendance d'esprit, sa capacité d'écoute et ce talent de transformer les problèmes les plus complexes en œuvres créatives. Alors la question finale, c'est celle-ci. Parmi toutes ces règles bien établies du leadership qu'on nous a apprises, laquelle est-il peut-être temps d'enfreindre pour commencer enfin à vraiment diriger?